à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission sur l'avortement. Et donc cette deuxième partie s'intitule Je veux avorter à l'aide. Et donc dans cette partie, on va pouvoir échanger sur l'avortement, les raisons qui peuvent pousser à avorter. Et peut-être vous qui nous écoutez, vous posez peut-être la question à savoir est-ce que je veux avorter, je sais pas, peut-être que tu hésites. Euh, donc cet échange, ce partage est sûrement pour toi. Donc voilà, on va commencer ce partage et on va se poser la question, euh, donc pourquoi? Qu'est-ce qui pousse ces jeunes femmes à avorter? Je vais laisser Tatiana nous répondre à cette question. Oui, donc cette partie, on l'a appelée Je veux avorter à l'aide parce que une personne en fait qui se pose la question d'avorter se trouve forcément dans une situation compliquée, difficile. Ça reste un choix qui je pense, qui est douloureux en fait. Et c'est vrai que c'est une période aussi où les femmes en fait qui se retrouvent dans cette situation-là sont assez en situation de fragilité. Mhm. Et il y a différentes raisons pour lesquelles ces femmes veulent avorter. Donc la raison qui revient le plus souvent, c'est la pression du compagnon ou du partenaire. Donc voilà, le partenaire ne veut pas, ne désire pas cette grossesse, Mhm. ne va pas dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai pu voir des témoignages de certaines filles ou femmes qui en fait avaient clairement des menaces, hein, dans le sens où oui, bon, ben, en gros, si tu n'avortes pas, je te quitte. Donc il y a quand même, il y a quand même certains jeunes hommes qui sont, enfin, jeunes hommes ou hommes qui sont assez menaçants par Ah rapport oui, à... D'accord. oui, oui. Donc voilà, c'est je te quitte. J'ai vu d'autres témoignages où ces mêmes jeunes femmes en fait qui étaient enceintes, là c'était pour le coup une jeune femme, s'est fait frapper par son partenaire en gros, et son partenaire en fait se pensait en la frappant que voilà, de toute façon je vais te faire avorter, donc Mhm. voilà, qui subissait des violences. Donc c'est en tout cas c'est l'une des raisons qui revient le plus souvent dans les témoignages, dans les forums. Et ensuite il y a différentes situations comme une situation précaire comme on a pu l'énoncer plus tôt. Euh, voilà, il y en a certaines qui veulent privilégier leur situation professionnelle. Donc, pour le moment, qui ne se voient pas avoir un enfant tout de suite parce qu'elles veulent mettre en avant en fait, le fait de pouvoir aller loin en fait, au niveau professionnel, à leur travail. Ça peut être aussi mal perçu par les employeurs parce on a déjà vu aussi ce cas-là, comme il me semble Maëva l'avait dit plus tôt dans Mhm. la, la précédente partie, que c'est mal vu au niveau du travail si quelqu'un vient de commencer, que voilà, être enceinte, en fait, c'est comme si c'est entre guillemets, Mhm. on le fait à l'envers à l'employeur. C'est vu D'accord. comme ça, en fait, Donc clairement. tu fais un coup bas à Voilà, ton employeur. c'est un coup bas. Ok. Ah non, pas tout de suite. C'est pas comme ça. Donc, il y en a Mhm. qui se retrouvent à devoir en fait prendre ce choix d'avorter par peur de perdre leur travail. Mhm. Donc il y a ce choix qui se fait. Il y a aussi l'âge, donc être trop jeune pour être mère. Il y a la pression au niveau de la famille, familiale, Mhm. la peur de la réaction de la famille. Il y a le fait aussi de... Voilà, il y a les étudiants qui sont touchés par cette réflexion, par ce choix, parce qu'il s'agit de continuer ou de finir ses études. Mhm. Donc certains n'envisagent pas de pouvoir en fait assumer jusqu'au bout une grossesse. Donc c'est un peu D'accord. voilà. Et l'autre chose, je voulais parler du coup d'une chose par rapport à l'avortement. Euh, Jeunesse et voici la solution. Mhm. On voulait aussi s'adresser principalement à la jeunesse. Et si on parle aussi d'avortement, c'est parce que c'est comme on a pu le voir en fait dans les statistiques en faisant des recherches pour préparer l'émission, c'est beaucoup en fait la jeunesse en fait qui est touchée
par en fait l'avortement. Mhm. C'est la tranche en fait d'âge qui qui pratique en fait le plus d'avortements, Ouais. c'est voilà, les 17-25 ans. Mhm. Donc en fait, on voit que c'est vraiment un sujet en fait qui touche la jeunesse. Mhm. Et Mhm. il y a un autre chiffre du coup dont je voudrais parler. C'est une étude qui a été publiée dans un article en 2007. Donc c'est une sociodémographe qui nous partage ce pourcentage. Donc c'est Madame Bajos qui Mhm. dit que 40% des femmes auront recours à l'IVG dans leur vie en fait. Au moins, voilà, Au moins une fois. au moins une fois. 40% des femmes, ce qui fait au moins plus d'un tiers. Ouais. Et c'est énorme. Ça veut dire que c'est vraiment c'est une grosse partie en fait de la population au niveau voilà, des femmes qui est touchée. Mhm. Et pourtant, ça reste tabou. Ça Mhm. reste tabou. Donc, c'est un peu paradoxal parce que aujourd'hui, une femme va avoir des... C'est rare de voir une femme en fait qui parle librement de son avortement, qui en parle librement, qui dit voilà, ben moi j'ai avorté. Mhm. C'est un peu une honte, malgré qu'on veut nous faire croire que c'est normal. Pourtant, on veut Mhm. nous faire croire que c'est normal, il y a des lois pour ça. Mhm. Voilà, au niveau de la sécurité sociale en France, c'est remboursé à 100%. Donc il y a des choses qui sont mises en place pour ça. Donc en fait, concrètement, on dit aux femmes, allez-y. Mais les femmes ont du mal à en parler. Ont du mal à parler parce que c'est un sujet de honte. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue au niveau de la conscience. Je Ouais. pense qu'il y a vraiment tout à chacun, en fait, tout à chacune et tout à chacun. Je pense qu'il y a quelque chose. On est interpellé. On est interpellé, on se rend compte que ben, c'est pas normal. Du moins, la conscience de plusieurs est interpellée sur le sujet. C'est sûr que c'est pas un sujet anodin, c'est sûr. Et c'est un sujet vachement euh, compliqué à aborder, et je pense parce que les conséquences sont assez nombreuses et assez fortes. Quelqu'un voulait réagir peut-être par rapport à ça pour, par, vas-y, Naomi. Oui, je voulais juste rajouter, en fait, Tatiana, elle a listé les raisons pour lesquelles certaines femmes avortaient. Mais bon, on a oublié une catégorie de femmes, en fait, les femmes qui se font violer et Mhm. qui tombent enceintes à l'issue de ce viol. Mhm. Donc, bah, elles ne veulent pas, voilà, porter, elles se disent que voilà, je porte l'enfant d'un violeur, en fait, ça sera un enfant que je vais avoir suite à un viol. Mhm. Du coup, il y a aussi une honte, en fait, elle porte cette honte-là. Mhm. Et peut-être, à tout hasard, que ce soir, une femme nous écoutera, une femme qui a été violée et qui se trouve enceinte. Ben, moi, j'aimerais vraiment conseiller à cette personne de garder cet enfant, même si c'est quelque chose de très lourd à porter. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant sera forcément comme son père. Et ça ne veut Mhm. pas dire que cet enfant n'aura pas d'avenir parce que Dieu est bon. Et il a un plan pour tous ses enfants. Et Dieu peut rattraper la chose et Dieu peut aussi ôter cette honte-là. Mhm. Donc voilà. C'est très juste ce que tu dis, et c'est vrai que il y a différentes raisons qui poussent les femmes à avorter. Et c'est vrai que qu'est-ce que vous, en tant que jeune femme, hein, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, voilà, genre je dois avorter, je veux, je ne veux pas, qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Voilà, on a énoncé plusieurs raisons, mais on a parlé du viol, mais peut-être par rapport je sais pas quoi, mon copain ou mon entourage me met la pression pour avorter. Quel conseil, qu'est-ce que vous pourrez leur dire à ces personnes qui nous écoutent? Alors, du coup, oui, moi je vais répondre. Alors, si atroce que soit la grossesse, peu importe la cause, le meurtre d'un bébé, en fait, n'est pas pour autant la solution. Moi, je pense on peut réparer une certaine injustice, peu importe qu'elle soit. On ne peut pas réparer une injustice par une autre. Donc, l'enfant né d'un viol, je sais pas, d'un inceste, ou peut-être de quoi que ce soit, en fait, peut être donné à l'adoption, par exemple. Ça peut être une solution si la maman ne peut pas garder.
parce que voilà, je ne supporte pas, mais on n'est pas obligé de tuer ce bébé innocent en fait qui n'a rien demandé, parce que peu importe la cause, l'enfant est innocent et comme on a pu le voir précédemment, voilà, Dieu connaît les embryons, Dieu depuis le ventre de notre mère et tout nous a vraiment établis, et du coup, bah, sacrifier ses enfants de façon aussi, moi je dirais cruelle, parce que c'est très très très, j'arrive pas à trouver d'autres mots. C'est un peu, c'est être un peu égoïste en fait. Donc il y a toujours des solutions. C'est très difficile effectivement. On ne peut peut-être pas se mettre à la place de ces personnes. Voilà, suite à telle ou telle autre chose, j'ai pu avorter. Mais par contre, on peut aujourd'hui, par exemple, s'il y a des personnes qui nous écouteront demain et qui seront dans cette situation, il y a toujours solution à tout. On n'est pas obligé de tuer. On peut, effectivement difficile, en demandant conseil. Il y a beaucoup d'organismes aussi qui sont là pour, surtout voilà, dans des pays un peu comme les nôtres où il y a plein de choses mises en place là-dessus. On peut faire adopter, on peut en parler aussi, parce que surtout par rapport à la jeunesse, il y a le fait aussi, le fait d'avoir un peu peur des parents. Il y en a qui décident par eux-mêmes, ils sont jeunes, mineurs, voilà, sans autant peut-être voir autour d'eux s'il y a des solutions. Est-ce que j'en parle à un adulte? Est-ce que, voilà, faut communiquer en fait, il faut en parler. Après, je pense qu'on trouvera des solutions. C'est souvent aussi que, enfin, je pense que les jeunes femmes qui désirent avorter, en tout cas pour en avoir, je veux dire, côtoyé un petit peu, entre guillemets, et avoir entendu aussi pas mal de témoignages dessus, c'est vraiment une situation, je veux dire, entre guillemets, stressante, j'ai l'impression, hein. Donc un peu stressante et où on se pose beaucoup de questions. C'est voilà, c'est un enfant qui arrive, c'est pas forcément attendu, on s'y attendait pas, on est jeune, on se pose 10 000 questions. Euh, voilà, c'est tout ça à remettre dans le contexte, mais je pense que, comme tu l'as dit, Esperanza, il faut trouver une solution. Et on prend pas le temps de se poser les bonnes questions souvent parce qu'on est sous une pression quelconque, que ce soit, on l'a dit, hein, familiale, euh, via enfin, l'entourage, la société, on a honte, etc. Mais euh, il faut quand même se poser les bonnes questions parce que, au vu de ce qui a été dit, notamment dans la première partie, euh, c'est une question importante, c'est un choix important et les conséquences aussi sont importantes. Donc, la personne qui nous écoute et qui se pose les questions, est-ce qu'elle veut ou pas avorter, il faudrait vraiment que cette personne se pose les questions et les bonnes questions. Et je pense aussi, c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Il y a Maëva qui veut intervenir, on t'écoute. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Donc, par rapport aux jeunes femmes qui peuvent tomber enceintes donc jeunes, tomber enceinte n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on vit en tout cas pour celles qui vivent dans des pays développés. En France, on peut accompagner des associations, comme ça a été dit par Esperantia, qui accompagnent les jeunes mères. Des centres d'hébergement. À Londres, les femmes célibataires sont logées. Donc il y a des solutions. C'est pas une fatalité en fait. Et moi personnellement, quand j'étais au lycée, il y a beaucoup de filles qui sont tombées enceintes alors qu'on était mineurs. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément été évident pour elles, mais certaines se sont battues et ont fini par finir leurs études. Et aujourd'hui, elles peuvent subvenir aux besoins de leur famille pour dire que c'est pas... que c'est vrai que ça peut être perçu comme une épreuve qui est insurmontable et qui est source de stress, mais je pense que avec tout ce qui est mis en place, tous les systèmes et les associations qui accompagnent les jeunes filles qui tombent enceintes, et puis même les aides financières, aujourd'hui on a la CAF hein, en France. Il y a des choses... Il y a la CAF, c'est vrai. C'est vrai, bon, on ne va pas taper sur ça, mais ça peut aider quand même. C'est vrai, c'est comme tu dis, hein, je te coupe, hein, mais on a quand même des structures qui sont là, des associations, des structures qui sont là pour encourager et pour aider surtout, je pense, parce qu'il y a besoin. Mais je te laisse finir. Voilà, donc il y a la CAF et puis il y a il y a des aides aussi qu'on peut solliciter, même dans des petits boulots, hein, comme les boulots alimentaires. On peut toujours demander à l'employeur de faire un geste, en fait. Et il y a même des entreprises qui font des primes à la naissance.
Donc bon, après, c'est pour celles qui travaillent. Mais voilà, pour dire que avoir un enfant, c'est vrai que ça coûte cher, mais on vit dans des sociétés dans lesquelles on accompagne aussi les personnes qui sont en précarité financière. Et c'est pas, pour moi, c'est pas une fatalité. Il y a toujours, une solution, quoi. Il y a toujours moyen de trouver des solutions autres que l'avortement. On t'écoute, Stécie. Alors moi, je voudrais revenir sur les femmes qui sont violées, sur le point qu'avait abordé Naomi. Donc c'était sur un témoignage qui avait été noté sur un article des Dokimos. Ouais. Donc je vais vous en lire un parce que ça m'avait quand même beaucoup marqué. Je vais essayer d'aller vite. Donc c'était une étudiante à l'université à Montréal. Elle avait 18 ans. Et un soir, en rentrant des cours du soir, dans une ruelle, elle s'est fait violer et battue par 2 hommes. Et après ça, elle a été voir, bien sûr, la police. Elle a été suivie par une psychologue. Et plusieurs semaines après, une semaine plus tard, elle a su qu'elle était enceinte. Et à cette époque-là, elle ne prenait pas de contraception parce qu'elle était célibataire. Elle ne fréquentait personne. Et pour elle, en fait, elle dit que ce fut une nouvelle immense. Et depuis toute petite, elle voulait être maman. Et ensuite, ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'elle a décidé de garder, en tout cas, son bébé, d'aller jusqu'au bout de la grossesse. Elle se demandait juste, est-ce qu'elle allait donner en adoption le bébé ? Mais en tout cas, elle avait décidé de ne pas avorter. D'accord. Et quand déjà elle a pris cette décision-là, en fait, tout son entourage s'est retourné contre elle pour lui dire que ce n'était pas normal, qu'elle voulait garder en fait l'enfant de ces violeurs. Et elle s'est retrouvée du coup seule. On lui a pris plusieurs rendez-vous chez les psys, au point qu'il y avait aussi des assistantes sociales qui la suivaient et qui lui ont même pris un rendez-vous sans la consulter auprès d'une clinique pour avorter. Ah ouais, d'accord, Oui. carrément. Oui, mais malgré ça, en fait, elle a tenu bon et elle a gardé son bébé. Au final, elle s'est retrouvée seule, elle n'avait personne. Elle s'est, on va dire, retournée vers une église. Donc elle a essayé d'aller taper à la porte d'une église qui lui a ouvert ses portes et qui l'a aidée financièrement. Et une famille, en tout cas de l'église, lui a ouvert les portes donc, de chez elle et elle a pu donc accoucher, en tout cas terminer sa grossesse, accoucher. Elle est restée, me semble-t-il, plus d'1 an chez cette famille-là, qui l'a vraiment aidée. Et donc du coup, ce qu'elle dit, c'est que c'était comme une deuxième famille pour elle parce que ils l'ont vraiment soutenue. Ils l'ont soutenue. Et aujourd'hui, c'est un garçon qu'elle a eu, il a 4 ans, il s'appelle Thomas. Donc vraiment, ce témoignage m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'avortement, on aime bien toujours en revenir à dire oui, mais les femmes qui sont violées, c'est pas leur choix, etc. Mais là, on a la preuve qu'une femme peut se faire violer, peut décider de garder son bébé et aimer son bébé. C'est vrai que elle a pu avoir des doutes, se dire est-ce qu'elle allait le donner en adoption ou est-ce que en voyant l'enfant, elle allait pas repenser à chaque fois à l'acte, mais au final non. Et à la fin, en plus, son histoire se termine bien parce que elle a rencontré un homme qui l'a mariée et a adopté l'enfant comme étant son père et s'en occupe aujourd'hui comme étant son père. Donc ce témoignage-là, en tout cas, je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes qui peuvent en fait se retrouver dans cette situation-là. C'est vrai qu'elles n'ont pas choisi ce qui s'est passé, mais l'enfant non plus en fait n'a pas choisi d'être là, et encore moins sans le consulter en fait qu'on décide d'arrêter sa vie. Donc, et puis pour rebondir, on choisit pas ses parents.
Je veux dire, ici, autour de la table, il n'y a personne qui a choisi ses parents dans un catalogue avant la naissance. Donc, voilà. Si ton père, c'est un meurtrier, ton père, c'est un meurtrier, ton père, c'est un violeur, ton père, c'est un violeur, tu peux pas, en fait, tu peux pas le choisir, tu peux pas changer, tu peux pas... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis voilà, quoi. Et puis, effectivement, c'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage et c'est le témoignage d'une femme qui a dépassé cette épreuve, ce viol, en, en, en ayant maintenant un enfant et puis en l'aimant de tout son cœur et en l'élevant et en construisant sa vie. Et c'est un beau témoignage. Je pense que c'est important, ce témoignage qu'on n'entend pas forcément. Et c'est vrai qu'on nous parle de l'avortement. Oui, l'avortement, enfin, souvent, moi, j'ai eu à discuter de ce sujet-là, pour tout vous dire. Hein. Et, les gens, souvent, ils me disaient, oui, mais si elle a été violée, si elle a été violée, si elle a été violée. Bon, déjà, j'aime bien dire que si on regarde les statistiques d'avortement, je parle en France, les plus de 200 000 avortements qu'il y a eu, c'était pas des viols. Les 200 000, je pense pas. Donc peut-être une partie, mais c'est la cause de viol est sans aucun doute mineure en fait pour ces chiffres qui sont annoncés. Donc c'est important de se poser les bonnes questions. Et, et deuxièmement, voilà, il y a des possibilités, il y a d'autres moyens que le fait d'avorter, il y a d'autres solutions que le fait d'avorter. Donc, voilà, l'avortement n'est pas une un choix, enfin c'est pas ça doit pas être la première solution pour une femme qui vient de se faire violer. Voilà, il y a d'autres solutions et c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on le dise, qu'il y a d'autres solutions, quoi. Il y a d'autres solutions que l'avortement. Et voilà ce que moi je voulais dire là-dessus. Tatiana, on t'écoute. Tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir concernant du coup ce que Maëva disait plus tôt, parce que c'est vrai que il y a pas mal de choses qui sont faites en fait en le après, qu'on disait les aides, etc. pour quand on a un enfant. Mais en fait, en écoutant plusieurs témoignages de femmes qui sont passées par l'avortement ou par le choix d'avorter, qui se sont posées la question, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place, en tout cas aujourd'hui en amont, pour en fait aiguiller en fait. C'est vrai que au niveau du personnel en fait de santé, quand on se dirige en fait dans un planning familial, il y a beaucoup qui se sentent en fait oppressés par ce choix en fait de non mais il vous reste peu de temps, faut vite prendre une décision, etc. Et en fait c'est vrai qu'on propose pas toutes les solutions qui peuvent exister en fait voilà au lieu de l'avortement. Et mais en tout cas ce témoignage dont Stécie parlait, je trouve que c'est beau et ça donne une lueur d'espoir en fait à certaines femmes qui se retrouvent dans ces situations. Il y a d'autres solutions, parce que l'avortement n'est pas une solution en soi. D'ailleurs, je vais rebondir sur une chose que j'ai lue, parce qu'il y a une étude qui a été faite au niveau national en Amérique. Et en fait, cette étude, elle dit que par rapport aux femmes qui ont avorté et des femmes qui ont gardé leur enfant, en fait, les adolescentes, c'était plutôt centré sur les adolescents. Les adolescents en fait, qui avortent sont plus susceptibles d'éprouver ultérieurement des problèmes psychologiques par rapport en fait, à celles qui ont donné naissance à un enfant qui n'était pas désiré. Comme quoi, en fait, ça laisse tellement de séquelles psychologiques que peut-être qu'à première vue, ça paraît une solution. En fin de compte, ça n'en est pas une. Parce que ça a beaucoup de répercussions en fait, pour la suite, sur la vie de la personne. C'est vrai ce que tu dis, et puis parce que on en parlait un peu tout à l'heure, hein, mais on nous parle pas des conséquences de ces conséquences-là, quoi. Voilà, ces conséquences psychologiques, ces conséquences physiques et aussi spirituelles. C'est vraiment, enfin, moi j'avais vu le témoignage d'une jeune fille qui parlait, qui racontait son avortement. Et franchement, ça m'avait quand même beaucoup
beaucoup touché, beaucoup touché parce que ça se voyait que la fille, elle en avait bavé, quoi. Elle raconte son avortement, elle en a bavé. Et on est, je sais pas, je crois, 5 6 ans après, quoi. Et la fille, elle en a vraiment bavé, et elle raconte ça. euh, Enfin, tu te dis, ah ouais, quand même. Jusqu'à aujourd'hui, elle leur parle. Je crois qu'elle s'était fait tatouer une date ou un nom, je sais plus, pour se marquer, pour se rappeler que il y avait un enfant, voilà. Et elle disait aussi voilà, aujourd'hui, elle compte. Juste, elle compte, elle se dit, aujourd'hui, il aurait 4 ans. Aujourd'hui, il aurait 5 ans. Aujourd'hui, il aurait 6 ans. Donc, on voit vraiment que c'est pas quelque chose qui s'efface, en fait. Ça s'efface pas, ça reste là. Euh, les femmes qui ont avorté, ce sont des femmes qui sont marquées à vie et qui ne pourront pas oublier. Donc, donc voilà. Et c'est vraiment un témoignage vidéo que j'ai regardé. C'était vraiment touchant et ça m'a vraiment fait prendre conscience que il y a vraiment des conséquences, quoi. Il y a vraiment un aspect aussi psychologique, un aspect physique, des conséquences en fait. C'est pas juste j'avorte et puis on oublie. En fait, on n'oublie rien. Donc, Maëva, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport aux conséquences psychologiques, j'avais lu un article qui disait que les filles qui avaient eu recours à l'avortement avaient une espérance de vie qui était réduite par rapport aux personnes qui n'avaient pas recours à l'avortement ou qui étaient tombées enceintes et qui avaient accouché. Et en fait, les raisons pour lesquelles l'espérance de vie était réduite, c'est parce qu'il y avait eu des tentatives de suicide. D'accord. Donc, comme ça avait été dit plus tôt, je crois, par Jordan ou par Tachana, les conséquences psychologiques, c'est tout ce qui était dépression, stress, anxiété. Et donc, ça amène toutes des pensées morbides qui poussent la femme à mettre fin à ses jours. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire par rapport au témoignage, j'ai également regardé un témoignage vidéo d'une fille qui avait été déclarée stérile par la médecine. Et donc, de ce fait, elle ne se protégeait pas quand elle avait des relations sexuelles avec son copain. Elle est tombée enceinte. Donc, elle était vraiment étonnée parce que pour elle, elle pensait vraiment être stérile. Et donc, elle s'est mise en condition dans sa tête pour avorter. Parce que pour elle, ce bébé ne pouvait pas exister alors qu'elle était stérile. Et donc, elle s'est programmée pour pouvoir se détacher de cette grossesse. Donc, quand elle a avorté, elle a dit que pendant les mois qui ont suivi, tout allait bien. Puis ensuite, elle a comme ça tombé en dépression. Elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit, en fait, tu tombes en dépression au moment où ton enfant aurait dû accoucher, en fait. Où tu aurais dû accoucher de l'enfant. Ça veut dire que quand ça faisait 9 mois et qu'elle aurait dû normalement accoucher, c'est à ce moment-là qu'elle est tombée en dépression. Pour dire que même si dans sa tête, elle s'était programmée, en fait, ton corps est témoin de ce qui s'est passé et de la violence qu'il a subie quand on l'a aspiré ou quand on a fait un curetage ou quand on a pris un médicament. Et elle disait qu'elle avait donné, elle n'avait pas donné un prénom à l'enfant, mais elle avait donné une lettre. Et du coup, elle se souvenait comme la fille dont tu parlais, qui disait l'enfant aurait eu 2 ans, aurait eu 3 ans, il serait rentré à la maternelle. Et même si elle dit qu'elle s'était conditionnée, quand elle racontait son témoignage, on sentait qu'elle était émue. Et je me suis dit, elle est émue parce que, en fait, c'est quelque chose qui marque, ça laisse des traces physiques parce que y a eu quelque chose qui s'est passé, et psychologique parce que tu te rends compte que tu aurais pu être maman. Et voilà, la décision que tu as prise a aujourd'hui des conséquences qui devront être assumées pendant le reste de la vie. Donc c'est terrible. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte que même si c'est vrai que l'avortement est un acte qui est rendu banal et qu'on dit que l'État donne accès à toutes les femmes d'avorter, ça reste quand même tabou. Parce que même quand on regarde sur YouTube, quand j'ai fait des recherches, il y avait très peu de témoignages vidéo de filles qui avaient avorté. Pour dire que même si c'est une pratique qui est largement utilisée par beaucoup de femmes, en tout cas beaucoup de jeunes, c'est quand même quelque chose qui reste tabou. Comme disait Tachana, il y a très peu de femmes aujourd'hui qui disent ouvertement qu'elles ont eu recours à l'avortement. Parce qu'on a encore cette image de la femme qui, avec tous les moyens de contraception qui existent aujourd'hui, une femme est censée maîtriser ces choses-là, en fait. Et si aujourd'hui elle se retrouve enceinte, on va l'accuser. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as pas pris ta pilule ? En fait, on l'accuse. Donc si après elle décide d'avorter,
on l'accuse encore en fait. Et finalement, qui est là pour lui apporter un soutien, pour lui apporter une parole réconfortante? Personne. C'est vrai que moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'extrême solitude de ces femmes dans, dans leur grossesse et dans leur avortement. C'est vrai que on n'en parle pas et enfin tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est des choses on a creusé pour avoir les informations dessus, mais je me dis, enfin entre aujourd'hui et il y a peut-être 1, 2 mois ou peut-être 5 mois, enfin voilà, un peu plus auparavant, j'aurais pas vu les choses avec autant de... Enfin, j'aurais pas vu cet aspect-là, solitude, quoi. Cet aspect, quand t'avortes, c'est un moment, tu peux être avec des amis, tu peux être encouragé, etc. Mais quand t'es toute seule chez toi, t'es toute seule. Quand ça va pas, t'es toute seule. Quand tu déprimes, t'es toute seule, en fait. Il n'y aura pas le médecin qui va te tenir la main ou je sais pas qui va te tenir la main. Et même si on te tient la main, tu seras quand même toute seule parce que dans ta conscience et dans ton corps, il y aura eu interruption de la vie. Et c'est vraiment important de le dire. On n'en parle pas, mais c'est des réalités. Mais ce qu'on dit, c'est vrai qu'on le dit comme ça, mais les témoignages sont vrais, ils sont réels, ils existent. Sur YouTube, on peut les trouver, sur certains forums aussi, on peut en voir, mais c'est une réalité en fait. C'est vraiment une réalité de se dire que avorter, c'est pas un truc simple, c'est pas un truc facile. Et souvent, malheureusement, j'ai pu lire aussi des choses sur internet où je vois certains sites, on parle à l'avortement comme un truc simple, tranquille, c'est facile, non, c'est facile, c'est rien, après on souffre même pas, on est bien. Non, mais il y a une réalité qui est là et c'est celle qu'on essaye de décrire depuis tout à l'heure. Hein. Après, effectivement, il y a des gens qui vous diront non, moi j'ai avorté, ça ne m'a rien fait, je dors sur mes 2 oreilles, etc. etc. Mais les cas que j'ai pu voir sont vraiment sans équivoque. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres, peut-être, d'autres cas que vous voulez témoignages que vous voulez donner. Moi, j'ai des témoignages, oui. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, vraiment, il y a vraiment, en tout cas, une partie du corps médical qui en gros, se lève et qui défend l'idée que l'avortement n'a aucune séquelle psychologique. Donc, voilà, il y en a qui témoignent, parce que quand je faisais un peu des recherches, je voyais en fait d'un côté plein de femmes qui témoignaient en fait de leur souffrance face à ça. Donc, je vais pouvoir lire des témoignages. Et d'un autre côté, des médecins qui faisaient des vidéos ou qui écrivaient voilà, des articles en disant que l'avortement n'a aucune... Donc, ils ont l'assurance de dire que l'avortement n'a aucune conséquence psychologique. Et les personnes en fait, qui sont amenées à en parler, certaines, pas toutes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même certains médecins en fait, qui voilà, vont faire un travail d'accompagnement. Malheureusement, ils sont peu. Et voilà, donc... les médecins en fait assurent non, il n'y a aucune conséquence. Donc en fait moi je trouve ça dur parce que c'est comme si en fait dire à toutes ces femmes qui souffrent, déjà elles n'ont pas forcément l'occasion d'en parler. Quand elles en parlent, c'est vraiment voilà, à visage couvert. Et en plus on leur dit en gros c'est dans votre tête. Ouais, c'est dans ta tête. Voilà, c'est dans votre tête. Et quand elles disent non mais j'ai vraiment l'impression que c'est à cause de l'avortement, il y en a qui se découvrent des crises de panique, qui se découvrent des comportements, des douleurs. On leur dit c'est peut-être à cause, alors là c'est peut-être à cause de votre passé, peut-être faut fouiller au niveau de votre enfance. On va les ramener en fait à autre chose. Et en fait je trouve que c'est assez alarmant. Après je peux lire le témoignage d'une jeune femme du coup parce qu'elle avait 20 ans quand elle a écrit ce témoignage. Elle est tombée enceinte. Et avec son fiancé, il n'avait pas vraiment de position. Il y avait quand même une ouverture au niveau de pouvoir garder leur enfant. Et bon, je vais vous lire du coup ce témoignage. Donc, alors, je vais commencer là. Donc, elle était extrêmement malade, hein, parce qu'elle disait qu'elle faisait partie des femmes en fait, qui ont des nausées excessives. Donc, elle dit « J'ai pris 5 kilos en 2 mois alors que je n'avais jamais rien dans l'estomac. » Et elle dit « Puis j'ai aimé cet enfant plus que n'importe qui sur la terre. » Et plus la date approchait, plus le planning familial, du coup, m'harcelait pour que j'avorte. Donc là, en fait, on voit encore voilà, il y a un délai. Donc, madame, enfin,
Alors que déjà, une personne qui se pose des questions, on la met dans une situation de stress, elle n'est pas à même de prendre la meilleure solution pour elle à l'instant T. Et donc voilà, le planning familial qui harcèle. On lui dit donc, vous avez 1 semaine avant le délai. Donc elle dit, je l'ai dit à mes parents et à ma belle-famille, verdict. Ma belle-famille est contre le bébé. Elle voulait absolument que moi, je pratique l'IVG. Donc elle a fait une échographie. J'ai fait une échographie, je l'ai vue 2 mois et 3 semaines. J'ai entendu son cœur. J'ai su que je l'aimerais toute ma vie, mais ma belle-famille et le planning familial m'ont mis une pression atroce, surtout le planning, comme si c'était une obligation. J'ai cédé malgré le fait que je ne voulais pas. J'ai subi une opération par aspiration et au réveil, quand ils m'ont fait une échographie, il n'était plus là. Cette année, cela va faire plus de 2 ans et je ne m'en remets toujours pas. Donc en fait, c'est 2 ans. Le temps passe, hein, mais voilà, elle y pense toujours. Et 2 ans après, elle écrit encore parce que c'est un cri du cœur en fait. Donc elle est obligée de... Voilà, elle écrit parce que ça passe pas. Elle s'en remet toujours pas. Donc voilà, c'est... Il y en a d'autres... Enfin, j'ai d'autres... J'ai un autre témoignage sinon. Donc là, c'est une femme qui écrit, mais elle écrit 8 ans après. 8 ans après. Donc voilà. Et donc elle dit, quand j'ai avorté il y a 8 ans, elle avait 22 ans à ce moment-là, mon conjoint ne voulait pas de mes jumeaux. Donc c'était des vrais jumeaux monozygotes, donc ils étaient dans la même poche, des vrais jumeaux. Mon conjoint, ayant des oncles vrais jumeaux, me disait qu'il n'en voulait absolument pas. Il m'a menacé à l'époque de me mettre dehors si je voulais les garder. Donc en fait, on voit que enceinte, voilà. Donc voilà, elle est enceinte. Il y a de la pression, comme on disait, plutôt que les femmes ont fait. L'une en tout cas des raisons qui ressort le plus, c'est la pression au niveau du conjoint. Donc elle se sent dans une situation d'insécurité. Elle est enceinte de pas d'un, mais de 2. Et en plus, on lui dit, je te mets à la porte. Donc elle dit, j'avais 22 ans, pas d'enfant. Lui, il en avait 40, il avait déjà 2 enfants. Étant perdue et bouleversée à la fois, je me suis dit, que vais-je faire seule avec 2 enfants ? Et là, plein de questions m'ont traversé l'esprit en quelques minutes. J'ai donc fait ce que mon conjoint et moi-même pensions être le mieux, l'avortement, IVG, 2 jumeaux. J'ai avorté et sur le coup, je me suis sentie comme soulagée, mais aussi vide et un immense vide. Et un sentiment de culpabilité m'a envahi. Je pensais que ce ne serait que passager, j'ai donc laissé aller. Et puis des problèmes de santé sont apparus. Des infections urinaires tous les mois, des règlements hormonaux, etc. Et puis mon conjoint a vu que je me suis mise à douter de son amour, de lui en général, et m'a demandé en mariage. J'ai dit oui et aujourd'hui je suis mariée. Je ne sais pas pourquoi je me mets à pleurer depuis ce moment sans aucune raison, mais cela s'amplifie chaque année qui passe et surtout en voyant que je vais avoir 30 ans dans quelques jours. Tout le monde me demande alors c'est pour quand le bébé ? Je leur réponds que je n'en veux pas. Et je pars en retenant mes larmes pour m'effondrer dans un coin. Mon mari me dit on ferait bien un bébé. Et là, je m'effondre et je pense en moi-même, quelle honte de me proposer cela. J'en veux aussi à ma mère qui n'a pas été là pendant cette période. En fait, j'en veux à beaucoup de personnes et surtout à moi-même. Je suis mal. Pourriez-vous m'aider à trouver quelqu'un qui puisse m'aider à m'en sortir ? Je n'en peux plus. J'ai tellement de périodes où je pleure et où je me sens mal. Je ne sais plus quoi faire et même mon mari qui veut m'aider n'y arrive pas. Donc en fait, on voit que c'est... Voilà, elle est bouleversée. Elle s'en veut à elle, premièrement, à sa mère, sa famille. Et c'est là qu'on voit que, voilà, une femme enceinte, c'est important, en fait, qu'elle soit soutenue. Quand elle se pose cette question-là, c'est important qu'elle soit soutenue parce que quand elle trouve, en fait, rien pour se raccrocher, il y a beaucoup, en fait... le choix de l'IVG se fait vite, en fait. Et, certainement, parce que les bébés se font à 2. Voilà. Tout ça, je pense. Ouais. Et voilà, on voit qu'aujourd'hui, 8 ans après, mais elle est toujours dans une détresse. Et même son propre mari, du coup, ne peut rien pour elle. Il ne sait pas comment l'aider. Il ne sait pas comment l'aider. Donc là, elle cherche de l'aide. Et là, je crois que c'est Jésus, en fait. Là, il peut y avoir que Jésus, en fait, pour cette femme-là. Donc, elle qui cherche la solution à son problème, elle qui chaque année, elle dit que ça s'amplifie. Donc, on veut nous faire croire que, voilà, on avorte et puis ça règle le problème. Mais ça ne le règle pas, en fait. Ça ne le règle pas. On ne peut pas régler un problème au prix d'une vie humaine, au prix de la vie de son propre enfant. Ça, voilà, elle en souffre.
Et on voit que voilà, ça laisse des séquelles, même des années après. Pourtant, dans la vie de tous les jours, on n'en entend pas parler. En fait, on n'entend pas parler, ça reste encore tabou. Ça reste encore tabou et c'est pour ça que ça m'interpelle de voir des médecins, des personnes, parce que ça reste quand même des personnes de confiance. Tout ce qui est le corps médical, etc., qui appuient en fait cette thèse-là de non, il n'y a rien, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de souffrance après, non. Enfin, et on n'accompagne pas, il n'y a pas un suivi en fait, même après, hein, du coup, parce que du coup, comment installer un suivi pour la suite, post-IVG, si déjà on ne reconnaît pas en fait qu'il y a quelque chose post-IVG. Donc on laisse ces femmes livrées à elles-mêmes. Et par rapport aux idées de suicide dont on pouvait parler tout à l'heure, de la dépression, les idées de suicide, j'avais vu un pourcentage, donc il y a 30 à 60% des femmes qui reconnaissent avoir ces idées-là en fait après l'IVG. Comme quoi il y a vraiment un impact psychologique et spirituel aussi sur cet acte qui est posé. Et ce que je voulais aussi savoir, c'est parce que c'est vrai qu'on entend tous ces témoignages qui sont bouleversants. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça en fait? Qu'est-ce qu'on peut leur dire notamment aussi par rapport à cette décision qu'elles veulent prendre et voilà, qu'est-ce que dit la parole par rapport à ça? Alors, que dit la parole par rapport à l'avortement? Du coup, on va prendre un verset. Alors, donc on va prendre Exode 20 au verset 13. Donc, la parole nous dit, voilà, tu ne commettras pas de meurtre. Donc ça, c'est... Donc déjà, il faut vraiment le dire. Donc, voilà, il faut le dire, c'est clair. Et un meurtre, c'est quoi? C'est le fait, en fait, d'ôter la vie d'une personne. Donc, de mettre fin à la vie de quelqu'un. Donc, de manière spontanée, en le prévoyant. Donc, l'avortement, voilà, on peut le dire, c'est un meurtre. Même si aujourd'hui, on veut... c'est vrai qu'on veut... Ouais. Beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître cette réalité-là. Pourtant, c'est très réel. Et il y a notamment je crois que c'est le chef des gynécologues français qui a dit récemment dans une interview que l'IVG était un homicide et il disait on n'exerce pas pour faire ça en fait en tant que médecin. Et j'ai trouvé ça assez choquant. D'ailleurs, il y a eu une vive réaction là-dessus, une grosse polémique, mais un médecin gynécologue qui le dit, le gars il sait de quoi il parle, quoi. Donc je pense que ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Tu voulais rebondir, Maëva? Oui, justement, en parlant de médecine, j'ai pu lire le témoignage d'un infirmier qui disait qu'il s'est opposé à l'avortement de sa belle-fille. Et donc, pour cela, son fils lui a promis de le tuer pour avoir osé intervenir dans leur choix. Et donc, depuis, sa belle-fille, qui était enceinte, est décédée d'un cancer colorectal. Sa petite-fille est très malade. Son fils est devenu alcoolique. Et l'infirmière qui a conseillé sa belle-fille d'avorter est décédée, donc également d'un cancer colorectal. Et en fait, il dit qu'il est infirmier et que son collègue qui était médecin ont décidé de plus exercer parce qu'il a dit qu'il ne pouvait plus supporter cette médecine traumatisante pour le corps et l'esprit. Et donc, il y a même certains professionnels de la santé qui ne peuvent plus supporter le fait de voir des pratiques comme l'avortement se faire de plus en plus auprès des plus jeunes. D'accord. Et effectivement, c'est vrai que la loi française permet aussi un droit de conscience. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des non, moi je ne fais pas d'avortement. Donc, ce qui est une bonne chose, je pense, parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué lorsqu'on voit le témoignage de ces médecins dont tu parlais, Maëva. Tu voulais dire quelque chose? On t'écoute. Je voulais prendre un autre passage dans la parole. Donc toujours dans Exode, mais au chapitre 23, donc à partir du verset 25. Donc c'est le Seigneur qui parle.
Vous servirez Yahweh votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai les maladies du milieu de toi. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui soit stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc on voit ici que même la parole nous parle de l'avortement. C'est pas quelque chose qui n'existe qui n'existe pas ou c'est pas un conte de fées. Même la parole nous en parle. Donc l'avortement, c'est vraiment quelque chose qui est réel et qui se fait encore aujourd'hui. Et en tout cas, le Seigneur, dans sa parole, dit que dans son pays, là pour le coup il parlait d'Israël, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Donc c'est qu'il y avait déjà à cette époque-là, comme on l'avait vu dans la première partie, qu'il y avait des femmes à cette époque-là qui avortaient déjà. C'est une pratique effectivement courante. Ouais. Et puis effectivement, par ce passage-là, on voit aussi que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça, tout simplement, parce que dans son pays, ce qu'il veut, c'est que des femmes qui donnent naissance à des enfants qui sont fécondes, et la fécondité qui est aussi l'image de la bénédiction. Donc on peut facilement voir que le Seigneur n'est pas pour l'avortement, ce qui est clair. Donc est-ce que je repense aussi à ces personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut faire un petit tour de table, mais en commençant par peut-être toi tu l'as déjà fait, mais Tatiana, si tu peux, on peut te laisser la parole, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes femmes qui ont entre 15 et 25 ans, et même plus, qui nous écoutent, qui se posent 10 000 questions, qui se disent « Ouais, mon copain, il est là, il veut me mettre dehors, il veut plus de moi, nanani, nanana. » Qu'est-ce que tu peux leur dire? Premièrement, de ne pas se précipiter dans un choix qu'elle sera amenée à regretter. Puisque le délai, en fait, pour pratiquer une IVG, c'est 12 semaines. Donc, c'est vrai que, comme on pouvait le lire, je l'ai lu tout à l'heure dans un témoignage, que le planning familial pouvait appeler cette jeune fille pour lui dire, en gros, le délai avance, donc de se dépêcher. Et c'est vrai que, sous le coup de la pression, en fait, le choix peut se faire, en fait, peut se faire vite. Prendre une décision rapide. Ouais. Et après, c'est vrai que il y a des différentes situations, comme on a pu le voir tout à l'heure, la pression familiale, une situation précaire, trop jeune, etc. Après, pour moi, la seule solution, en fait, c'est Dieu, en fait, c'est Jésus. Ça veut dire que même si, en fait, cette personne, en fait, toi qui peux nous écouter ce soir, qui te pose la question, qui peut te trouver, tu te dis que tu seras peut-être seul, ou ce qu'on veut nous faire comprendre aussi, c'est que tu as un enfant jeune, donc tu as gâché ta vie. Sache qu'en fait, Dieu a un plan merveilleux, en fait, pour ta vie, et Dieu est capable. Si demain tu te retrouves toute seule, Dieu sera le père, en fait, sera un père pour cet enfant. Dieu pourra combler, il faut juste lui laisser la place. Dieu sera ce soutien. Dieu, on a des témoignages autour de cette table à raconter, hein. Comment Dieu nous étonne chaque jour, comment Dieu prend soin de nous au quotidien, comment Dieu nous a orientés, que ce soit dans nos voies professionnelles, comment Dieu nous a orientés au niveau personnel. Dieu en fait, Dieu peut toutes choses, Jésus peut toutes choses, et il a avant tout cette solution-là. Donc, moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est tout simplement, en fait, de prier. Parce que, en fait, de prier, en fait, de parler à Dieu, parce que prier, c'est pas forcément aller dans un lieu, ce n'est pas forcément se mettre dans une certaine position, ce n'est pas s'orienter vers une certaine direction, c'est tout simplement, en fait, parler à Dieu de cœur à cœur, et lui partager ses angoisses, lui partager ses craintes, même si avant ça, hein, peut-être que tu n'as jamais prié, peut-être que tu ne sais pas, mais essaye parce que c'est le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a façonné, et le Dieu qui te connaît, en fait, avant même que ton existence, avant même, en fait, que tu sois formé dans le ventre de ta mère.
il est capable, il peut te répondre. Il peut juste essayer. Si voilà, tu es dans une situation, tu as l'impression que tu ne peux plus rien, que tu ne sais pas quoi faire, tout le monde s'est retourné contre toi, tu es seul. Sache que Dieu est là. Même si tu es seul, Dieu est là. Amen. Donc c'est ce que je pourrais dire. Amen. Très juste. Vas-y, c'est ça. Alors moi, je voudrais plutôt m'adresser en fait aux jeunes filles, mais vraiment aux adolescentes, qui sont dans des, qui n'ont même pas forcément pu faire face à ce genre de situation, mais qui peut-être demain seront amenées en fait à affronter ça. Voilà, à affronter cette situation-là. Déjà pour commencer, déjà encourager en fait ces jeunes filles, mais aussi ces jeunes hommes à prendre conscience que devenir parent, c'est une responsabilité. Et comme on l'a dit plus tôt, on ne peut pas en fait s'estimer être assez mature pour avoir des relations sexuelles, mais ne pas pouvoir assumer en fait un enfant. Parce que la parole en tout cas est claire et nous dit que ces relations doivent se passer dans le cadre du mariage. Donc lorsqu'on est marié, on est des personnes matures qui ont aussi la situation financière qui va avec, le cadre pour accueillir un enfant. Donc je pense que déjà les jeunes devraient, avant même de vouloir chercher un petit copain, une petite copine, déjà se concentrer sur qui ils sont eux-mêmes, sur leurs études, et se tourner déjà vers le Seigneur Jésus, comme on l'a dit, c'est la solution. Donc avant de vouloir chercher l'amour des hommes, il y a déjà un amour qui vous est proposé chaque jour, qui est Jésus-Christ. Et si même voilà, vous êtes dans une situation où vous êtes en couple, avoir un petit copain, une petite copine, en tant que jeune femme, il y a des choses aussi à ne pas accepter, parce que bien souvent, il y a la pression d'un petit copain qui va dire bon, on a un rapport sexuel sans protection, et ça aussi, en fait, ça peut amener à ce genre de situation, et après découler sur un avortement. C'est juste que tu dis, même protection ou pas, parce que même protection, il peut y avoir, il peut y avoir un accident, quoi. Voilà. Donc, et aussi pour les jeunes hommes, c'est vrai que à cet âge-là, il y a la tentation, il y a les pulsions, mais je pense en tout cas que qu'en priant le Seigneur, qu'en s'accrochant à Jésus, on peut tenir, même en tant que jeune, et ne pas se retrouver dans ce genre de situation, parce que c'est vrai que là, on a beaucoup parlé des femmes, mais les hommes aussi, en fait, sont touchés en fait par les avortements. Peut-être que dans la situation, on est jeune, on a plein de choses, on a la vie devant nous, on pense avoir la vie devant nous. L'homme en fait va mettre la pression à la jeune fille pour avorter, ou alors la jeune fille ne va même pas consulter l'homme et va avorter de son plein gré. Mais derrière, en fait, je pense que les hommes aussi ont cette culpabilité en fait qui les ronge, même si c'est pas maintenant, même si c'est pas tout de suite, mais même des années plus tard en fait. Ils peuvent se dire quand j'étais jeune quand même, j'ai fait des erreurs et j'ai pas assumé en fait mon rôle de père. J'ai pu blesser une femme, j'ai pu contribuer en fait à l'homicide d'un enfant. Et je pense aussi que les jeunes hommes ont besoin aussi de prendre conscience que l'avortement, en fait, ça a des répercussions sur la femme, mais aussi sur l'homme. Donc, il faut vraiment veiller et chercher le Seigneur avant de vouloir chercher à s'amuser, avoir des relations hors mariage où on n'a pas forcément la situation pour accueillir un enfant. On veut goûter, mais on veut pas... on veut pas assumer, on veut pas passer à la caisse et faut marier... faut se marier, hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas et tout, c'est un sujet tabou pour certains, le mariage, etc. Mais la sexualité, c'est prévu dans le cadre du mariage. En tout cas, nous, on en parle notamment parce qu'on est chrétien.
Mais voilà, c'est toutes ces choses qu'on est en train de parler, surtout l'avortement, c'est lié au fait que il manque le Seigneur dans la vie de certaines personnes. Et, et du coup, bah, on vit dans la légèreté, on prend les choses à la légère et on se retrouve à avoir du sang sur les mains parce que c'est aussi ça ce que ça veut dire. Maintenant, voilà, voilà, on n'est pas là pour mettre la corde au cou aux gens, etc. On en parle avec la liberté dont on a le droit de jouir et donc voilà, mais il faut vraiment, je pense, que s'adresser à la jeunesse dans ce sens-là et se dire, faut qu'on se pose les bonnes questions hein, en tant que jeune. Quand on est là, qu'on a une copine, qu'on a ceci ou qu'on a un copain, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se dise bien que tout acte qu'on pose aura des conséquences et il peut y avoir des conséquences. Et, et voilà, quand on est jeune et voilà, on se retrouve face à la situation d'avortement, jeune ou moins jeune, mais c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'est pas dans l'ordre. Donc il faut se poser euh, les bonnes questions. Et surtout quand on est face à cette situation-là, moi ce que je voudrais dire, c'est surtout de bien réfléchir en fait. Parce que souvent on fait les choses, comme tu le disais, hein, Tatiana, on fait les choses voilà, sous pression rapide et tout, mais quand on se retrouve seul à assumer les conséquences, ben, on est seul à assumer les conséquences. Et nous, c'est vrai qu'on en parle, on ne sera pas à la place des personnes qui nous écoutent et qui sont dans tous ces questionnements-là par rapport à l'avortement. Ces personnes-là devront assumer les conséquences. Même le fait d'assumer la naissance d'un enfant, on ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que c'est simple. Ce qu'on dit, c'est que il faut préserver la vie. Et il faut, en fait, corriger une bêtise par une autre bêtise, ça, c'est pas une bonne chose. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est, au bout d'un moment, il va bien falloir, au bout d'un moment, assumer, en fait. Au bout d'un moment, il va falloir assumer. Qu'on ait fait des erreurs ou pas, qu'on soit jeune ou pas, il va falloir assumer. Et il le faut. Et il le faut. Et encore une fois, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est possible. Et surtout, en comptant et en s'appuyant sur le Seigneur, c'est possible. Voilà. Certes, c'est pas facile, mais le Seigneur euh, fera grâce si vraiment on s'accroche au Seigneur. Franchement, le Seigneur, il nous décevra pas, quoi. Et je pense que tous ici, on pourrait s'attarder longuement sur le sujet et parler de la fidélité du Seigneur, mais c'est réel. C'est réel. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un voulait peut-être rajouter quelque chose par rapport Du coup, moi, je vais juste rajouter une dernière phrase. Ouais. Mais c'est par rapport à un témoignage, en fait. Je ne vais pas lire tout le témoignage, mais en fait, c'était une jeune fille de 18 ans qui, du coup, a avorté parce qu'elle allait rentrer en école de sage-femme. Donc, elle allait commencer ses études. Il n'était pas pour elle envisageable en fait de pouvoir garder sa grossesse puisqu'elle ne se voyait pas en fait réussir ses études et élever un enfant. Et en fait, il y a une phrase qu'elle a dit à la fin de son témoignage qui m'a touchée. Elle a dit en fait, les filles, vous savez, la plupart regrettent leurs IVG alors que je ne connais aucune maman qui regrette d'avoir fait naître son enfant. Donc, par rapport à son expérience, en tout cas, c'était son mot final. Ok. Bah écoute, je pense que c'était le mot de la fin. Voilà, on va s'arrêter là pour cette émission et puis on se retrouve très vite.